Et tous, bienvenue dans ce webinaire de Casterman Jeunesse, durant lequel nous allons parler de la collection Hanté, une collection d'épouvantes pour les jeunes lecteurs qui a déjà maintenant plus de 3 ans. Je suis Clémence Barre, donc éditrice de romans chez Casterman Jeunesse et notamment responsable de cette collection depuis sa création. Et j'ai le grand plaisir d'être en compagnie virtuellement de 2 auteurs et autrices. Amélie Antoine, bonjour Amélie. Bonjour. Amélie, tu es déjà connue pour avoir publié plusieurs romans adultes chez Michel Lafon et XO Éditions. Et depuis 2019-2020, tu publies aussi en jeunesse et tu es notamment l'autrice de 2 romans dans la collection Hanté, Maudite poupée et Mauvais joueur. Merci d'être là. Et je suis aussi avec Thibaut Vermeaux. Bonjour Thibaut. Bonjour. Thibaut, tu es connu depuis 2017 en édition jeunesse. Tu as été découvert aux éditions Sarbacane avec notamment Colorado Train, qui est même aujourd'hui adapté en BD. Et tu as également travaillé sur plusieurs romans et albums illustrés depuis. Tu es aussi l'auteur de 2 romans dans la collection Hanté, Le camping de la mort et La maison sans sommeil. Merci d'être là. Eh ben, c'est un plaisir. Je vais vous redonner la parole très rapidement, évidemment, mais je pense qu'il faut d'abord commencer par redire ou dire quel est le principe de la collection Hanté et sa note d'intention. Donc, je vais commencer par voilà, réaborder un peu ces points-là et je vais faire une petite présentation partagée. Je partage tout de suite. Voilà. Donc, la collection Hanté, comme je le disais, c'est une collection de romans d'épouvante à destination des jeunes lecteurs. Comme on aime l'appeler chez nous, c'est un chair de poule à la française, on va dire. Notamment parce que, en termes d'inspiration et de référence, cette collection a été pensée en 2020 avec évidemment en tête la collection Chair de poule qui, alors à titre personnel, m'avait beaucoup marquée pendant ma jeunesse, des lectures très traumatisantes et qui restent longtemps en tête, qui nous laissent pas mal de cauchemars. Et donc c'était vraiment une référence principale, dans cette envie de lancer une nouvelle collection de récits qui font peur, une collection d'anthologie. Et par ailleurs, il y a évidemment plein d'autres références derrière tout ça, aussi bien pour les auteurs qu'au niveau éditorial. J'ai notamment, voilà, sur cette présentation, certains exemples très parlants comme Stephen King, évidemment, grand auteur de la peur, du frisson pour les adultes et même aussi pour les plus jeunes, ceux qui aiment avoir peur dès le plus jeune âge. Lovecraft, pour ce côté voilà, vraiment malaisant, horrible, l'apparition de créatures et de grands dieux d'outre-monde dans notre monde. Et voilà, c'est ce travail des sensations, du texte et de tout ce qui, voilà, qui provoque vraiment le frisson. Edgar Allan Poe, évidemment, les nouvelles histoires extraordinaires, avec cette ambiance très gothique, très sombre, le chat noir, la chute de la maison Usher, ou encore Nevermore. Voilà, ce sont des classiques qui évidemment sont fondateurs et nous ont tous influencés, ils nous influencent tous quand il s'agit de l'horreur. Et évidemment, au moment où la collection a été créée en 2020, il y avait aussi une référence. Alors, c'est moins une inspiration qu'une référence. À ce moment-là, c'était quand même très, très important, notamment pour les jeunes lecteurs que l'on voulait cibler avec notre collection. C'était la série Stranger Things, qui a repris aussi un peu ces codes et aussi tous les ingrédients qui font qu'on a un groupe de jeunes adolescents, de jeunes enfants en proie à une menace fantastique et horrifique et qui se retrouvent à se débrouiller évidemment tout seuls face à cela. Donc on pense aussi évidemment à tout ce qu'il y a eu avant, les Goonies, etc. Mais ces inspirations sont également présentes dans notre collection. Je pense que vous ne me détromperez pas, Thibaut et Amélie. Non, non, effectivement. On est d'accord Il y a sur un les point références. commun quand même. Oui, il y a un point commun quand même à tous ces, à Oui, tous ces, à tous ces bouquins-là, c'est le fait que les parents sont souvent défaillants et que les enfants sont généralement menés à se débrouiller tout seuls. Enfin, tu viens de le dire, tout mais à fait. Mm, voilà. mm. Oui, on va y revenir en parlant évidemment plus en détail de vos récits, mais tout à fait, c'est exact.
En quelques points, ce qui définit cette collection, alors c'est donc une collection qui est à destination des lecteurs qui aiment se faire peur dès 12 ans. Peut-être un peu moins pour les très bons lecteurs, mais voilà, tout de même, on se dit dès 12 ans parce que c'est au moment du collège, quand on a envie d'être un peu dans la transgression et que on a envie d'avoir des lectures plaisir pour soi-même. Donc voilà, c'est une collection qui affiche clairement dès le début, dès les couvertures, ce plaisir de se faire peur et cette promesse. Voilà, comme je le disais aussi à l'instant, la promesse d'une lecture plaisir et transgressive, ça va avec, parce que la peur peut être aussi un plaisir, évidemment, pour ceux qui aiment. Des auteurs et autrices français talentueux et passionnés du genre. On va y revenir évidemment avec vous, mais c'est aussi ce qui définit, c'est que c'est une collection écrite par des auteurs français. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un chair de poule à la française. Et les auteurs qui ont participé jusqu'à présent à cette collection sont vraiment voilà, des vrais passionnés qui ont toutes ces références en tête et qui ont un vrai grand plaisir à s'emparer du genre et à utiliser ces codes. Ce sont des histoires indépendantes, vraiment effrayantes et ancrées dans le quotidien. Voilà, l'idée, c'était vraiment de créer un malaise chez le lecteur tout en alliant ça avec le plaisir, d'en faire des histoires marquantes qui finissent pas toujours bien, où les héros, comme tu le disais Thibaut, ne sont pas forcément aidés par des adultes et où les choses sont tellement ancrées dans le quotidien qu'on est dans un fantastique vraiment dans lequel on peut presque croire, quoi. L'idée est de se dire que les lecteurs qui vont lire ça pourront potentiellement avoir peur que ça leur arrive ou en tout cas avoir un peu ce vertige de se dire et si c'était vrai? Et ce sont des romans courts de 120 pages à petit prix. Donc là, on est aussi dans un format assez similaire à celui des chairs de poule à l'époque. L'idée, c'est aussi de donner envie de lire à des lecteurs qui ne sont pas forcément gros lecteurs, qui recherchent avant tout des émotions intenses dans un format plutôt court. Le format, voilà, c'est un format qui est moyen, c'est pas un grand format de roman. C'est pas très épais, pas très épais, donc ça, voilà, c'est plutôt engageant, on va dire, pour le plus grand nombre des lecteurs. Et en même temps, ça peut aussi être apprécié par de très bons lecteurs. Et le prix est abordable. L'idée était aussi de pouvoir faire entrer ces romans dans les CDI, dans les médiathèques, et pouvoir les rendre plus accessibles, voire même les faire étudier en classe autour de la notion du fantastique. Alors, je viens sur un point un peu précis concernant la collection parce que c'est important pour que vous vous y retrouviez. C'est une collection qui a aussi vécu un changement de charte graphique cette année pour ses 3 ans. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette slide, on avait une première, on a l'ancienne édition de La Maison sans sommeil que Thibaut a écrit, qui avait une charte plutôt psychédélique et plutôt colorée. Et cette année, on a repris un peu les couvertures et on a ce projet de rééditer les livres pour avoir une charte un peu plus premier degré qui renvoie directement à quelque chose de sombre et effrayant, peut-être aussi un peu plus haut en âge pour vraiment donner la sensation aux lecteurs qu'on les prend vraiment au sérieux. Et par la même occasion, on a aussi mis en place un principe de jauge de peur indiqué en quatrième de couverture des livres, qui permet de classer, on va dire, un peu la dizaine de titres déjà publiés dans la collection, du niveau 1 à 3 de peur pour pouvoir être mieux conseillé, pouvoir entrer plus facilement peut-être dans cette collection, sachant que le niveau 3 de peur est vraiment, enfin, il sous-entend que les choses tournent vraiment mal dans le récit et qu'il y a des scènes plutôt graphiques et marquantes. Donc voilà, c'est aussi une indication en dehors de l'âge pour essayer de conseiller ces titres. Alors, j'en viens maintenant à nos auteurs. Euh, donc, comme je le disais, dans ce chair de poule à la française, pour monter la collection, on a fait appel à des auteurs qui étaient vraiment passionnés du genre. Donc, Amélie, je vais commencer peut-être par toi, si tu veux nous dire un peu quelles ont été tes inspirations. Voilà, on voit afficher tes deux titres de la collection, Maudite poupée et Mauvais joueur, avec en quelques mots le pitch de chacun. Tu as choisi des thématiques bien précises. Dis-nous peut-être en quelques mots voilà, ce que tu as eu envie de raconter en Oui, écrivant cette alors collection. c'est vrai que pour le premier titre que j'ai écrit pour la collection, Maudite poupée, j'avais vraiment envie de partir de quelque chose de très classique, c'est-à-dire la poupée
maléfique. Bien évidemment, les parents, eux, ne se rendent absolument pas compte, se rendent absolument compte de rien. Euh, alors effectivement, j'ai écrit, à l'origine, j'ai écrit pour les adultes, et pour les adultes, j'ai écrit absolument pas des romans d'épouvante. Ça m'est même jamais venu à l'idée. Mais en revanche, quand j'ai commencé à faire de la littérature jeunesse, les premières histoires qui me sont venues, c'était des romans d'épouvante, instinctivement, simplement parce que c'est ce que je lisais quand j'étais enfant. Et alors, je pense que autant je me disais, voilà, essayer d'écrire des romans d'épouvante pour adultes, c'est compliqué, autant traumatiser les enfants, ça me semblait nettement plus atteignable. Et oui, alors en termes de référence, moi, quand j'avais 9 10 ans, alors je lisais déjà plus Les Chairs de poule parce que pour moi, c'était pas assez effrayant du tout. Mais du coup, je lisais essentiellement du Stephen King. Et donc, j'ai lu tous les Stephen King qui existaient entre l'âge de 9 et 15 ans. Donc, ce sont ces références-là que j'ai, à la fois sur tout ce qui est effectivement le fantastique et le paranormal qui est présent dans l'histoire, mais aussi sur la noirceur. En dehors du fantastique, ce que j'aime dans la collection hantée, c'est le fait qu'il n'y a pas trop de limite à la noirceur. Et moi, en tant qu'enfant, j'aimais beaucoup ça. Et les retours que j'ai sur Maudite Poupée et également sur Mauvais Joueur qui vient de sortir, de la part d'enfants ou d'ados qui lisent ces textes-là de cette collection, c'est que voilà, enfin des histoires d'horreur qui nous prennent pas pour des bébés. Clairement, c'est le retour quasi unanime que j'ai d'enfants qui lisent cette collection-là, et c'est vrai que ça fait plaisir de se dire voilà, on écrit une histoire qui fait peur, mais on ne l'édulcore pas parce que le lecteur va être un enfant. Enfin, en tout cas, moi, je l'édulcore pas du tout. Très bien. Et est-ce que tu peux nous dire juste en 2 mots le pitch de chacun de tes 2 romans, mais vraiment très rapidement, la Ouais. thématique, on va dire? Bah alors du coup, en 2 mots, Maudite Poupée, comme son nom l'indique, c'est l'histoire de deux sœurs qui s'appellent Thaïs et Margot, qui vont à un vide-grenier, et l'une des deux tombe en adoration devant une poupée de porcelaine. Elle l'achète. Et la suite de l'histoire, c'est que apparemment, c'était pas une excellente idée d'acheter cette poupée, qui va se révéler particulièrement maléfique. Et Mauvais Joueur, alors on est dans une histoire où c'est aussi deux adolescentes qui sont amies, dont le grand frère de l'une d'elles a l'habitude d'aller faire de l'exploration urbaine, c'est-à-dire explorer des endroits qui sont désaffectés pour en faire des photos. Et donc les deux filles ont envie de faire comme le grand frère. Et il y a un collège abandonné pas très loin de chez elles, donc elles décident de s'y aventurer. Elles connaissent les règles de l'urbex. La première, c'est de jamais s'aventurer dans un endroit abandonné seul, parce que ça peut être dangereux. Et la deuxième, c'est que quoi qu'on trouve sur place, on n'emporte jamais rien pour laisser les lieux intacts. Et quand elles vont visiter le collège, Selma, l'une des deux héroïnes, trouve une bille de flipper et elle peut pas s'empêcher de l'emporter, ce qui va déclencher toute une série de malédictions. Voilà. Ok, tout un programme. Ça donne déjà envie, je pense, voilà, de lire ces 2 romans. Je vais passer à la slide suivante pour présenter les 2 romans de Thibaut, La Maison sans sommeil et Le Camping de la Mort. Donc Thibaut, si tu veux nous dire aussi en 2 mots quelles sont tes inspirations à toi quand tu écris pour cette collection, et aussi nous présenter un peu le pitch de chacune de tes histoires. Je ne vais pas être très original. Mes inspirations, c'est en priorité Stephen King. C'est une lecture qui m'a vraiment marqué quand j'étais plus jeune. J'ai dû commencer par ça, je crois, tout simplement. Donc, c'était vraiment un gros bouquin. Mais en parallèle, je lisais Edgar Poe aussi. Donc, je devais avoir 15 ans, quelque chose comme ça, 14 15 ans. Donc, Stephen King, ça a vraiment marqué. Et un peu plus tard, je suis tombé sur les chairs de poule du petit frère de ma femme, petit frère qui est à peu près ton âge, hein, Clémence. Donc, vous avez dû les lire en même temps. Et autant certains, j'en trouvais qui étaient, enfin, certains étaient surfaits, autant certains me semblaient vraiment efficaces. Donc, je retrouvais là quelque chose, ouais, qui tenait du premier degré, ce qui me semble vraiment très important quand on écrit de l'horreur. L'horreur, ça doit être du premier degré, pas du second degré comme on a pu souvent voir dans de l'horreur à la française, jusque-là destinée à la jeunesse. C'est ce qui est plutôt bien avec la collection hantée. Effectivement, comme le disait Amélie, on n'a a priori pas de limite à la noirceur, même si on fait quand même attention à pas raconter n'importe quoi. Et voilà. Mais donc, ça, de Stephen King, c'est une grosse inspiration, et puis tout ce qui en découle, mais c'est quand même un des meilleurs bouquins du genre qui ait jamais été écrit.
Et donc, dis-nous un peu de quoi parle La Maison sans sommeil et le camping de la mort. Oui, alors La Maison sans sommeil, c'est une histoire de maison hantée. Et une maison hantée qui est découverte par Paul lors d'un déménagement. Ses parents déménagent. Il arrive dans cette grande maison de ville, alors que lui habitait plutôt à la campagne avant, dans le sud. Il arrive dans le nord, dans une grande maison de ville euh, qui est, euh, qui est très belle, hein, esthétiquement parlant, architecturalement parlant. Mais malheureusement, il y a une cave, et dans cette cave, il y a des choses qui s'y déroulent, et lui fait des cauchemars en lien avec cette cave, et va être mené avec des nouveaux copains de collège à explorer ce qui se passe précisément dans cette maison. Quant au camping de la mort, il s'agit d'une partie de camping entre copains de collège copains et copines de collège qui dégénèrent, qui se passent mal. Un petit groupe d'enfants, enfin de collégiens, décide d'aller camper pour fêter les grandes vacances. Et dès la première nuit en forêt, les choses se passent très mal pour eux, à cause du petit frère d'une des collégiennes qui a été emmené un peu. Les gamins étaient obligés de l'emmener, voilà, sinon la fille ne pouvait pas venir au camping. Bon. Donc il y a une histoire de malédiction et de camping qui tourne mal. Très bien. On voit déjà quand vous pitchez vos différents romans qu'on a des grandes thématiques liées à l'horreur, au code de l'horreur, que ce soit la poupée maléfique, la virée en forêt pour faire du camping sans les adultes, la maison hantée, ou encore voilà, l'esprit frappeur qui est dans un objet et qui va se venger par ce biais. Euh, alors, je voulais savoir un peu ce qui vous avait mené vers ces thématiques et même au-delà de ça, quelles réflexions vous y avez mis finalement de l'ordre plus du psychologique et justement pour ancrer un peu vos récits dans le réel, aller un peu plus loin, raconter quelque chose avec ces récits. Dis-nous peut-être, Amélie, voilà ce que tu avais en fait envie de transmettre plus profondément avec ces deux histoires. Euh, Je sais que c'est une grande question. Ouais, c'est une grande question et c'est vrai que ce soit moi dans les romans adultes ou les romans jeunesse, en fait, je ne pars jamais quand quand une histoire me vient, je ne pars jamais en me disant, alors en fait, le thème sous-jacent ou le message, ce serait ça. Par contre, une fois que j'ai fini de l'écrire et que je le relis, je suis davantage en capacité de le dire, mais en tout cas, c'est jamais un but conscient, absolument pas, parce que généralement, j'ai une histoire qui me vient, ça me plaît et je la pousse jusqu'au bout. Alors après, moi, c'est vrai que ces deux romans-là, et même les autres romans d'épouvante que j'ai pu écrire, se terminent mal. Gros spoil. Mais moi, ce que j'aime dans ces histoires-là, c'est de pouvoir faire comprendre à des jeunes lecteurs que, que dans la vie, les choses ne finissent pas toujours bien et le héros ne gagne pas toujours. Euh, voilà, moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient particulièrement à cœur parce que je n'aime pas la littérature jeunesse qui édulcore ou qui doit forcément proposer une histoire qui se termine bien avec un héros qui évolue et qui a grandi parce que j'estime que dans la vie, c'est pas toujours comme ça. Donc voilà, j'aime pouvoir proposer de la noirceur et, et, et généralement, en plus, les enfants ont ce retour de la fin, je m'y attendais pas parce que normalement, ça doit finir bien. Et en fait, cette injonction en littérature jeunesse de ça doit finir bien, clairement, moi, c'est ce qui me guide sur le fait d'écrire de la littérature d'horreur et de pas me brider là-dessus. Et j'avoue que moi, je suis ravie que dans la collection Hantée, il n'y ait pas cette limite-là qui peut exister chez plein d'autres éditeurs, dans plein d'autres collections, ou même des romans hors collection où on estime que un roman doit bien se terminer pour que le lecteur en sorte grandi. Mais moi, je pense qu'on peut sortir grandi d'une lecture quand les choses se terminent mal. Voilà. Oui, Je vais dire c'est que ça. ça pour pas raconter pendant 1000 ans, mais je pense que voilà, ça serait le truc principal. Oui, je pense que c'est quelque chose d'important, en effet, c'est qu'il y a quand même un aspect cathartique finalement avec cette fiction. Les lecteurs qui lisent tes romans savent bien quand même, au fond, qu'il s'agit d'une histoire de fiction et pas de la réalité. Et en même temps, bah, c'est une manière de développer l'imaginaire, je pense, qui arme aussi au monde réel et qui est aussi une forme de catharsis, on va dire, probablement. Au-delà de ça, j'ai aussi envie de dire que tu as quand même dans tes histoires des aspects qui, en contraste, apparaissent plus positifs, on va dire. Par exemple, dans Maudite Poupée, on a quand même ce lien entre les deux sœurs qui est très Oui, fort c'est vrai. finalement.
face à Et l'adversité, face en à cette fait, les poupée. autres sont toujours plus doués que moi pour voir dans mes livres. Donc c'est vrai, effectivement, dans Maudite poupée, il y a ce lien entre les deux sœurs, voilà, qui font équipe. Alors il y en a une qui est complètement embrigadée par la poupée et l'autre qui essaye de l'en sortir puisqu'elle voit très bien quelque chose cloche. Et voilà, il y a ce lien fraternel qui se renforce avec l'une des deux qui laisse pas tomber l'autre. Et dans Mauvais joueur, effectivement, ce sont deux meilleurs amis. Et, et effectivement, il y a ce lien-là. Et il y a, en dehors de ce côté positif-là, il y a aussi ce dont a parlé Thibaut, c'est-à-dire les parents sont bien évidemment toujours aveugles parce que s'ils l'étaient pas, sans doute que ils auraient peut-être la possibilité de faire quelque chose, alors que non, le but c'est qu'ils Mm, ne mm. puissent pas faire quoi que ce soit. De toute façon, on est quand même dans un fantastique où, bah, typiquement, dans Mauvais Joueur, les parents vont aussi se retrouver à être victimes. Et voilà, ce sont des forces surnaturelles qui finalement sont plus Enfin, qui les fortes que dépassent. même les adultes. Ouais. Et peut-être que le message sous-jacent aussi, c'est de faire comprendre aux enfants que ils peuvent compter que sur eux-mêmes, au fond, en vrai, en grandissant. C'est ça, Mm. grandir. C'est C'est se ça, dire se que ses parents construire. sont pas des héros qui peuvent tout résoudre. Tout à Et fait. donc, autant qu'ils l'apprennent le plus vite possible. Et toi, Thibaut, dis-moi, tu vas peut-être répondre la même chose qu'Amélie, que tu n'y avais pas pensé a priori, a posteriori, enfin, a Non, priori avant alors d'écrire tes a histoires. priori non. Moi, quand je raconte une histoire, le but du jeu, c'est de raconter une histoire autant que possible, une bonne histoire. Donc j'essaie de la construire pour qu'elle soit bonne, qu'elle soit accrocheuse et intéressante. Mais il est évident que quand on veut écrire une bonne histoire, une bonne histoire sans thème ou sans message, ça n'existe pas. Mais comme Amélie, ce sont des choses auxquelles on réfléchit après coup, évidemment, hein, bien sûr. Sinon, si on écrit à thèse, si on écrit pour porter une idée, en général, c'est pas qu'on loupe les choses, mais il s'agit de romans, il s'agit de fiction, il s'agit pas de documentaire, ou il s'agit pas comment dire, de d'essai. Mm, mm. Donc après coup, oui, mais évidemment, j'ai toujours tâché de beaucoup réfléchir à ce que j'écrivais quand même, à quel sens ça avait. Et dans La Maison sans sommeil, donc il y a cette idée de terreau réaliste du déménagement qui dégénère dans une certaine mesure. Les parents voulaient bouger, mais le petit garçon ne voulait pas quitter ses copains, donc il y a une sorte de traumatisme, et cette espèce de traumatisme qui est, comment dire, qui est déconsidéré par les parents, où les parents disent ça ira mieux, ça ira mieux. Bon, lui, il le vit mal, Paul, évidemment, ce trauma. Et le fantastique se cristallise sur ce trauma. Donc, la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est pas ne déménager jamais, mais, mais c'est prenez, Mais pas en mais ville, hein. pas en Pas ville, dans c'est une ça. vieille Mais maison. alors, en fait, il y a une anecdote personnelle hein, à l'origine de ce texte-là, mais j'y reviendrai après. Non, non, la morale de l'histoire, ce serait prenons en considération, parfois, je suis parent de deux enfants, donc évidemment, je pense à ces choses-là. Euh, Prenons en considération des fois ce que les malaises de nos enfants, quoi. Voilà. Bon, faisons un peu plus Mm, attention à mm. ça. Oui, c'est vrai que ça Même si en parle. même temps, Amélie a raison, hein, grandir, finalement, c'est grandir seul, hein. Voilà, soyons clairs, à partir de 12, 13, 14 ans, on sait très bien que les enfants ont une vie qui est, enfin, qui est en grande partie séparée de celle de leurs parents. Bon, mais l'anecdote personnelle à l'origine de la maison sommeil, ça provient d'un déménagement de ma famille en fait. Mais ma famille a bougé au moment où moi j'étais en études, donc j'ai pas vraiment vécu la chose à plein. Mes parents ont déménagé dans une maison anglo-normande qui était très belle, mais qui était juste en face d'un cimetière. Et ma mère a toujours senti de très mauvaises ondes dans cette maison, et ils ont tenu 9 mois, je crois, dans cette maison. Ils ont déménagé au bout de 9 mois. À tel point ils se sentaient mal à l'aise dans cette maison. Donc j'avais écrit une toute petite nouvelle à l'époque en lien avec ce déménagement. Et c'est de ce texte-là que je suis reparti, mais vraiment en le changeant complètement, hein, pour écrire La Maison sans sommeil, quand j'ai voulu écrire ce texte. Pour ce qui est du camping de la mort, il y a quelque chose de beaucoup plus ludique, qui est beaucoup plus séparé du réel. Là, on est beaucoup plus dans de la fiction. C'est une sorte de train fantôme, en fait, le camping de la mort. Une fois que les gamins sont perdus en forêt, les choses se déroulent malgré eux, le destin s'abat implacablement, déroule ses rouages peu à peu et s'abat implacablement sur les adolescents. Et nous, lecteurs, ou lectrices, on est placés en position de purs spectateurs ou spectatrices de ce qui se passe. Donc là, enfin, c'est pas comme ces films Autoroute vers l'enfer, ou je sais plus comment ça s'appelle, ou Destination Finale, non, c'est ça. C'est un peu comme ces films-là où vraiment on est mené dans un engrenage et on va jusqu'au bout. Et puis
Puis là, pour le coup, alors que La Maison sans sommeil, il y a une lueur d'espoir, et pour moi, donner une lueur d'espoir aux lecteurs ou aux lectrices, c'est quelque chose d'important. Autant Le Camping de la Mort, ça se finit vraiment pas bien. On croit que ça va bien se finir jusqu'à l'épilogue, en fait, où on s'aperçoit que le piège se referme définitivement, spoiler aussi, sur les ados. Voilà. En même temps, Donc aussi, il dans y a le quand même principe deux du train fantôme, il y a dynamiques. ce frisson. Il y a quand même Oui, ce frisson ouais, c'est d'attendre un ça. peu ce qui va se passer. Voilà, comme c'est un peu linéaire, on va dire, C'est ça. chacun a son Ouais, ouais, petit moment. exactement, mais ils reviennent pas au début, en tout cas ils croient revenir au début, mais malheureusement pour eux, le gars qui les fait descendre du train fantôme, c'est pas le bon, Mhm. pas celui qui devrait. Donc il y a vraiment deux dynamiques comment dire, enfin, deux idéologies différentes hein, à l'œuvre dans les deux textes, pour le coup, deux dynamiques d'écriture différentes. Et en même temps, dans le camping de la mort, tu parles quand même pas mal d'intégration et d'exclusion au sein d'un groupe entre jeunes. C'est Enfin, bien, c'est beau ouais. de voir les choses comme ça, Clémence, Non, vraiment. mais c'est vrai. Non, mais en fait, Alors, c'est c'est vrai pas en qu'il se passe partie, des et choses horribles, mais il y a aussi ce principe de relation au sein du groupe qui part camper et oui, ça oui, dit c'est beaucoup de vrai, choses finalement par rapport aux lecteurs qui sont à cet oui, oui. âge-là. Mais c'est vrai, il y a cette Emmerich qui n'est pas comme les autres, qui n'est pas comme tout le monde, et autant que possible, autant au début je l'avais écrit comme un repoussoir, autant dans les retouches que j'ai faites du texte, j'ai essayé d'atténuer cet aspect repoussoir et de nuancer le personnage en montrant que, bah, comme il se sentait rejeté, il mettait en place une sorte de vengeance, qui finit par le dépasser, évidemment. Mhm. Et alors, vous l'avez un peu esquissé en parlant de vos textes, mais comment vous avez travaillé finalement la manière de rendre le récit réellement effrayant, d'essayer voilà, de faire en sorte que ça marche, que ça ait un vrai effet sur les lecteurs. De mon point de vue, il y a un travail en termes de rythme, aussi un travail en termes de sensation et de description. Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu sur l'écriture même? Amélie, dis-nous un peu comment tu as travaillé ces deux textes. Euh, Dans un sens, c'est un peu la même réponse qu'à la première, c'est-à-dire que c'est vraiment de l'instinct. Enfin, je me dis pas alors quels sont les ingrédients qu'il va falloir pour arriver à faire peur. Euh, c'est m'est arrivé plusieurs fois que des parents me demandent en prenant le livre, mais alors du coup, comment vous faites pour faire peur sans trop faire peur? Comme c'est pour enfants. Et alors ma réponse est, bah en fait, je le fais pas du tout comme ça. J'écris ce qui fait peur, et après ça reste tel quel. Et je me dis pas, voilà, comme c'est pour des ados, il faut que ça. Ça veut dire que je pense que je pourrais pas faire plus, malheureusement, en tout cas en termes de degrés. Mais après, je trouve que la collection hantée, elle se prête très bien à ça parce que ce sont déjà c'est un texte très court, donc c'est un condensé. Ça veut dire qu'on démarre directement dans l'intrigue. Il n'y a pas tout un prologue sur au début, tout Mhm. va bien. Et non, c'est au début, tout va mal. Et ben, on est dedans et, euh, et c'est parti. Et ça va être effectivement comme dans des montagnes russes. Ça va aller hyper vite et ça s'arrête d'un coup. C'est très court. Les chapitres sont forcément courts. Moi, généralement, j'aime bien terminer les chapitres, mais je le fais pas vraiment en conscience. C'est-à-dire que j'écris et puis ça se termine sur une sorte de cliffhanger et puis on poursuit. Euh, de ce côté-là, après, effectivement, sur euh, les scènes qui font plus peur, c'est-à-dire par exemple dans Maudite Poupée, souvent ce sont des scènes, alors pas toujours, mais il y a beaucoup de scènes de nuit où dans ces moments-là, la poupée fait des choses. Donc voilà, effectivement, la nuit s'y prête. Il y a toutes sortes de sensations il y a un travail sur ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on sent, à la fois en soi et même parfois en termes d'odorat. Il y a les cinq sens qui doivent jouer pour que le lecteur se sentent vraiment immergés et l'impression de vivre la scène en même temps. Mais alors après, comment on fait? Je serais bien incapable de donner un cours sur comment écrit-on quelque chose qui fait peur. Non, mais tu as déjà Voilà. décrit effectivement des éléments, c'est ce côté haletant, le fait de Mm. travailler le suspense entre les chapitres. Thibaut, dis-nous si tu veux compléter avec quelque Oui, chose. il y a plusieurs choses, et je rejoins Amélie sur cette idée qui est l'idée d'Edgar Poe dans la méthode de composition, qui est que dans un format court, de toute façon, l'intensité, elle est maximale. Voilà, ça c'est le format hanté, il est idéal pour ça. 120 pages, on ne doit pas dépasser ces 120 pages, de toute façon, c'est une injonction première, hein. Et au-delà de ça, il y a l'idée de déréalisation, à mon avis, qui fonctionne toujours, qui pour moi, en tant que lecteur, a toujours fonctionné, ou spectateur, qui est que plus le terreau réaliste
est solide, crédible, cohérent, plus dès qu'on va créer, parce que la peur c'est du décalage en fait, hein. Plus on va créer le décalage avec ce terreau réaliste, enfin plus le terreau est réaliste, plus le décalage est efficace, plus la peur est efficace. Dès qu'il y a un, un petit grain de sable dans le rouage et que le réalisme est déréalisé, il y a cet effet de, Freud appelle ça l'Unheimliche, c'est l'infamiliarité, le fait que on connaît bien sa maison de jour, mais de nuit, quand on s'y promène, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a un changement de lumière, en fait, un changement de point de vue. Dès qu'il y a ce petit décalage, en fait, avec un terreau bien réel, bien réaliste, en fait, la peur survient beaucoup plus facilement. Donc, au niveau technique, ça, c'est quelque chose que j'essaie de vraiment de travailler, parce que ça peut se travailler. Au niveau écriture pure, les meilleures scènes, enfin, celles dont on m'a dit que c'était les meilleures dans La Maison sans sommeil ou dans le Camping de la mort, je sais que ce sont des scènes que j'ai écrites la nuit, à un moment où j'étais moi-même, pas en transe, mais vraiment bien motivé, hein, bien, bien à fond dans mon paragraphe, dans mon processus d'écriture, et où je ressentais moi-même l'intensité de ce que mes personnages vivaient. Il y a cette idée-là aussi, hein. Donc il y a des éléments techniques et en même temps des choses qui tiennent du processus de la chose en train de se faire. Donc c'est en partie explicable, en partie pas explicable. Ok. Je vois une question qui est posée dans l'espace questions et réponses qui demande 120 pages, ça correspond à combien de signes environ? Alors, pour répondre très clairement, c'est 90 000 signes, 95 000 max. En fait, ça dépend aussi un peu de la longueur des chapitres et tout, mais voilà, c'est entre 90 000 et 95 000 signes. En général, dans nos romans, on a entre 15 et 20 chapitres, on va dire. C'est pour ça qu'ils sont assez courts. Et vous savez très bien, vous, Thibaut et Amélie, que c'est une vraie contrainte de tenir dans ce nombre de signes. Mais en même temps, ça demande d'être efficace. Voilà. Ah, alors j'entends la musique qui nous dit qu'il nous reste 5 minutes avant la fin, donc on va devoir conclure. Non, mais Malheureusement, c'est très court. sur le format aussi, moi, c'est vrai qu'au début, c'était quelque chose où je me disais, mais comment je vais écrire une histoire si courte? Pour moi, c'est plutôt de l'ordre de la nouvelle que du roman. Et en fait, je me rends compte quand on est de l'autre côté de la barrière en tant que lecteur, parce que moi, j'ai lu tous ceux de la collection. En fait, alors évidemment, je le lis sans doute plus vite qu'un ado, mais en fait, se dire qu'on le lit en 1 heure ou 2, pour un gamin, du coup, ça représente peut-être une soirée. Mais en fait, c'est génial parce c'est vraiment un condensé de, voilà, ce soir, je vais me faire peur, exactement comme quand je regarde un film. Et ça, c'est chouette. Oui, 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 je suis tout à assez fait. d'accord. Amélie, c'est pareil. Moi, j'ai dû lire tous les bouquins de la collection que Clémence m'a envoyés et toujours avec plaisir parce que je sais que dans une vie trépidante telle qu'on peut la vivre maintenant, bah, ça me prendra 1 heure, quoi. Donc voilà, ça fonctionne bien. C'est vrai que ça fonctionne bien. Et le format est contraignant, mais la contrainte, ça booste la créativité aussi. Il faut voir les choses comme ça, hein. Oui, et c'est vrai qu'il y a un aspect aussi intéressant dans ce type de collection d'anthologie, c'est qu'on a très envie effectivement de découvrir les autres histoires quand on en a lu une, il me semble. Enfin, j'ai pu voir cet effet sur plusieurs lecteurs. C'est que voilà, c'est très addictif aussi, cette sensation de peur qu'on a bien travaillé vraiment dans tous les récits, quelle que soit la thématique. Et on retrouve vraiment. Alors, je sais que les auteurs voilà, ne le pensent pas forcément comme ça, mais d'un point de vue d'éditrice, on retrouve quand même les ingrédients, on va dire, et les codes nécessaires pour avoir ces sensations fortes dans chaque récit. Euh, alors, je regarde s'il y a d'autres questions-réponses. Les romans de la collection Hanté seront évidemment sur notre stand Casterman à Montreuil. Euh, vous deux auteurs, je crois que vous ne serez pas forcément sur le salon. Ou Amélie, si tu y seras. Je serai sur le salon le Ouais, dimanche après-midi, ouais. tu signeras sur un autre stand. Si tu Ouais. peux juste. Alors, n'hésitez pas si vous voulez faire signer les hantés de Voilà. Amélie. Je serai sur le stand, ouais, de Cyrus et Nathan le dimanche après-midi, ouais. Ok. Et Thibaut, toi, tu ne seras pas là, mais sûrement une autre fois. Oh oui, l'an prochain, il y aura de quoi faire, je pense. Écoutez, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose tous les deux avant que je conclue Ben oui, j'ai deux, trois idées, Clémence, prends-les. Oui, c'est aussi assez addictif pour les auteurs, j'ai l'impression, Oui, Ouais, c'est vrai, c'est parce vrai. que oui, tous c'est les vrai. deux, vous avez écrit 2 romans dans la collection finalement, et c'est que vous en aviez écrit un premier. Alors Thibaut, toi, c'était au tout début de la collection, la première année en 2020.
Amélie, toi, c'était en 2021, je Ouais, crois, c'est des ça. Maudites Poupées. Et c'est vrai que assez rapidement, vous m'avez demandé si vous pouviez écrire d'autres histoires parce que Oui, quand on aime ce genre, on a aussi très Ouais. envie de raconter des histoires de différents types. mais Pour moi, sans- pour le coup, c'est à la fois quand on aime ce genre, on a envie d'en raconter d'autres, et c'est vrai que le format entier est très chouette. Et aussi, moi, je souligne qu'il y a très peu d'éditeurs en France qui sont assez, j'allais dire culottés, mais pour proposer ce genre de texte. Et voilà, ça joue clairement, vraiment. oui, sans faire de prosélytisme, je pense vraiment que cette idée de créer une collection qui soit au niveau de Chair de Poule, qui est une collection, enfin qui est un. R.L. Stein, c'est un anglo-saxon, évidemment. Les lecteurs ou les lectrices font plus souvent confiance aux noms anglo-saxons pour ce genre de choses. Et je trouve que c'est vraiment ambitieux et souhaitable même d'avoir ce genre de collection franco-française. En France, on a des. Voilà. La collection le montre, il y a un vivier de super histoires et de super auteurs aussi. Je dis ça en me mettant de côté, évidemment, quand je dis ça, mais c'est vraiment une collection que j'apprécie et que j'hésite pas à recommander à mes élèves, par exemple. Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je l'ai dit au début, c'est aussi une manière de montrer que les auteurs français, dans ce genre-là notamment, peuvent avoir vraiment une plume hyper efficace, hyper fine, voilà, très, à la fois exigeante et divertissante. Et c'est vrai que c'est pas non plus que l'apanage des anglo-saxons. Et c'est super de pouvoir démontrer voilà, qu'on est là aussi en France pour représenter le genre, aussi bien des hommes que des femmes. Voilà, ce n'est pas genré non plus. Et voilà, alors je vais devoir conclure juste en disant que on a aujourd'hui, donc la collection, elle a un peu plus de 3 ans, elle va bientôt avoir 4 ans en 2024, et on a déjà 11 titres parus voilà, par différents auteurs. Donc, vous en avez 2 chacun. J'en ai d'autres là, juste derrière moi, qui sont ceux des autres auteurs de la collection, sur des thématiques hyper variées, voilà, du musée des tortures aux fantômes d'inspiration japonaise, à la créature qui va poursuivre les héros pendant tout un livre en mode Survivor, au professeur qui lobotomise ses élèves, voilà, le professeur maléfique. C'est très varié et voilà, c'est ultra plaisant à lire, quel que soit l'âge. Donc, je vous invite tous à les découvrir ou voilà, à les défendre auprès des jeunes lecteurs. Et merci beaucoup à tous les deux d'avoir été là pour en parler. Plaisir. Bah, Merci merci, à oui, tout avec le monde plaisir. d'avoir assisté à ce webinaire. Nous serons, donc, comme je le disais, sur le Salon de Montreuil la semaine prochaine, du 29 novembre au 4 décembre, et disponible pour en reparler sur le stand Casterman. Voilà. Merci Merci tout le monde. Clémence. Eh ben, merci beaucoup. Merci à tous et toutes. Et je rappelle que le webinaire sera disponible à partir de début décembre en replay sur la plateforme Marcom. Voilà, vous pourrez retrouver tous les autres, enfin celui-là et d'autres webinaires auront eu lieu pendant ces 2 jours. Je vous remercie et on vous souhaite une bonne journée.